Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je tiens à m'excuser, j'ai été absent une petite semaine, même une longue semaine. J'étais assez pris avec les épreuves, mais je suis de retour. J'aimerais aussi vous poser une question. Est-ce que ça vous perturbe ou alors est-ce que vous aimez bien que je mette des petites illustrations pour illustrer mon propos tout simplement quand je mets les notes des joueurs du match dont je parle, ou alors le résultat, le classement, ce genre de choses, parce que je me suis dit que je faisais ce podcast à but qu'il soit écouté, quoi, plus qu'il soit regardé, donc peut-être que c'est pas si utile. En tout cas, je vais peut-être moins le faire pour cet épisode, et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, on va revenir du coup sur l'actualité que j'ai un petit peu loupé de ces derniers temps. On va revenir assez rapidement dessus, notamment la finale de l'Europa League. Et on va surtout parler de la Coupe du Monde. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, de qui sera probablement sacré champion du monde, qui sont les favoris et qui sont les meilleures équipes en lice, qui seront les outsiders également. Donc, je vais revenir sur les derniers points de l'actualité des 10-15 derniers jours, on va dire, que j'ai loupé, et on va revenir assez rapidement dessus. On va commencer par parler de la victoire de Arsenal en Première Ligue après une égalité de City. Donc, est-ce que c'est vérité, est-ce que ça l'est pas? C'est l'éternel débat. On parle d'Arsenal comme une équipe qui ne produit pas de football. Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question, c'est-à-dire que City a fait une excellente saison et méritait complètement la première ligue, sauf qu'ils ont perdu des points trop bêtement, surtout en début de saison. Donc, d'un autre côté, j'ai envie de dire, ils ont perdu des points, ils ont creusé leur propre tombe, donc c'est mérité pour Arsenal, qui fait pas sa meilleure saison en termes de football produit, clairement, mais qui assure le titre et en plus, ils prouvent encore qu'ils ont une excellente défense parce que même en première ligue, ils se prennent assez peu de buts. Donc ça va être un enjeu aussi pour le PSG d'affronter une équipe comme ça. Ils n'ont pas forcément l'habitude, on va voir ce que ça va donner. Si Arsenal marque le premier but en finale de Ligue des Champions, ils peuvent commencer à avoir peur, hein, les Parisiens. Mais en tout cas, bravo aux Gunners. C'est quand même une bonne saison, c'est une très belle saison et puis ça récompense un petit peu tout le travail de Mikel Arteta qui a fini qui a fini deuxième sur les trois dernières saisons et premier cette saison-là. Donc faut se rappeler quand même qu'Arsenal revient d'assez loin, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'Arsenal n'était pas placé au sommet de la première ligue et c'est le cas. Mais pour City, pour la dernière de Pep, parce que Pep a annoncé donc qu'il allait se retirer, c'est l'ancien coach de Chelsea qui va prendre sa place. Il a quand même fini la saison en gagnant la FA Cup et la Carabao Cup, donc c'est quand même assez impressionnant. 20 trophées en 10 ans à City, donc en Angleterre, c'est quand même colossal. Pep Guardiola prouve encore une fois qu'il c'est vraiment un des meilleurs coachs, pour moi le meilleur coach de l'histoire. Mais pour sa succession, étonnamment, j'aurais bien vu un Didier Deschamps et qui aurait pu faire quelque chose de ce Manchester City là, parce qu'il faut un coach quand même assez expérimenté pour entraîner cette équipe qui est une très belle équipe. Mais à voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être trop laborieux au début. En tout cas, Xabi Alonso lui entraînera Chelsea. Je trouve que c'est un bon choix. C'est assez bête de la part des Madrilènes de l'avoir viré aussi rapidement, alors que il produisait quand même un début de quelque chose. Avec Arbeloa, c'était le néant. Mais on verra ce que ça donnera pour le Real avec José Mourinho et ce que ça donnera pour Chelsea avec Xabi Alonso, si le Real a fait le bon choix ou pas en tout cas. Ensuite, un autre titre qui a été obtenu par le FC Barcelone, le Barça qui a été sacré champion au Camp Nou face à son rival le Real Madrid. Alors, avec une équipe quand même assez remaniée, hein, parce que bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas la Yamal, Rafinha est rentré qu'en cours de jeu, De Jong était sur le banc, enfin, il y avait des choix qui ont été faits par Hansi Flick et ça a payé. Et ouais, quelle manière de finir la saison, quelle manière de gagner le titre. Le Real fait saison blanche, on peut le dire officiellement du coup pour cette saison. Et on verra ce que ça donne avec José Mourinho, mais là c'est vrai qu'ils vont partir de loin, ils ont pourtant les joueurs qu'il faut. Mais le problème n'est pas le coach, le problème n'est pas Mbappé non plus, le problème du Real, c'est qu'ils ont une défense calamiteuse et il va falloir vite changer ça. Et il faut changer aussi une chose essentielle, c'est le fait que le Real a deux ailiers gauche, Vinicius et Mbappé. Ils ont deux excellents ailiers gauche et c'est pas possible de les faire jouer tous les deux en même temps. Il va falloir changer ça, il va falloir surtout
que le Real recrute un top buteur, que le Real recrute une meilleure charnière centrale. Et avec ça, parce que déjà, si on se rend compte, c'est que la saison du Real aurait pu être beaucoup plus dramatique, mais Thibaut Courtois a assuré quand même beaucoup de matchs, les a sauvés de beaucoup de situations, et c'était déjà le cas depuis ces dernières années, mais là il l'a prouvé encore plus. Donc quand ton gardien te sauve sur deux trois matchs, ça peut arriver, c'est normal, mais quand il le fait à chaque fois, ça commence à être un petit peu grave. Déjà même contre le Barça, bah, j'ai envie de dire que le Barça aurait pu gagner beaucoup plus si Courtois n'était pas là. Il fait un sacré arrêt sur Rashford, un sacré arrêt sur Ferran Torres. Donc bon, il faut dire quand même que le Real ne pourra pas toujours compter sur son gardien. Surtout que là, bah, je sais pas si Courtois va continuer. Je pense qu'il va encore continuer pour quelques années, mais il va falloir trouver une solution à ce problème. Mais en tout cas, bravo au FC Barcelone, bon qui fera pas la saison à 100 points malheureusement après leur défaite, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ramener la Liga donc et la Supercoupe d'Espagne. Deux trophées cette saison pour le FC Barcelone, zéro pour le Real Madrid. Et on verra ce que ça donnera la saison prochaine pour ces deux équipes en Ligue des Champions, même si le Barça est mieux parti hein, pour faire une bonne saison de Ligue des Champions la saison prochaine. Il faudra régler ce problème de charnière centrale, ce problème défensif pour le Barça, parce que la ligne haute permet de s'exposer très vite en avant, mais ça découvre quand même, ça ouvre des possibilités aux adversaires et il va falloir recruter un défenseur central. Pour moi, c'est la priorité, c'est pas la priorité qui est accordée par les dirigeants sportifs du Barça, mais pour moi, la priorité c'est de recruter Bastoni. Je sais pas si l'Inter voudra forcément le vendre, mais pour moi, ça serait vraiment parfait parce que Gérard Martin, il est excellent, il est excellent, c'est un grand mot, il est très bon à son poste, mais il faudrait un meilleur défenseur central plus expérimenté en plus. Il a, je crois, 28 ans, donc il pourrait rester assez longtemps. Aux côtés de Koubarsi, ça ferait une magnifique charnière centrale. À droite, on pourrait garder Koundé, et à gauche, on mettrait Baldé, même s'il a été un peu plus décevant ces derniers temps, ça reste un bon défenseur gauche. Et puis si on arrive à garder Joao Cancelo, ça pourra permettre de faire tourner, d'avoir une certaine rotation au niveau des latéraux, puisque Joao Cancelo peut jouer à droite, à gauche. C'est l'avantage d'avoir un profil comme ça dans l'équipe. Et je pense pas que le buteur soit une priorité pour le Barça. Ferran Torres pourrait très bien faire l'affaire. Je suis un grand défenseur de Ferran Torres. Pour moi, il peut rester buteur la saison prochaine en tant que titulaire. Il assurera ce rôle, mais c'est sûr qu'à l'avenir, peut-être qu'il faudra trouver un autre buteur, mais c'est pas la priorité pour moi. Là, c'est de trouver un bon défenseur central et Bastoni en est un. À voir le prix, à voir si c'est possible et à voir si c'est la priorité des dirigeants du Barça. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être Julian Alvarez en 1 et en plan B, Joao Pedro. Bon, en Ligue 1, évidemment, c'est le PSG qui a été sacré champion. C'est pas très surprenant, c'était intéressant de voir encore une petite guéguerre avec une autre équipe. Bon là c'est en l'occurrence c'était le Racing Club de Lens qui a lutté jusqu'au bout, qui a fait une excellente saison. Et le recrutement du Racing Club de Lens c'est quand même très beau parce que tous les joueurs quasiment qu'ils ont recrutés ont été performants. Enfin Robin Risser très performant, il s'est imposé en tant que titulaire, il a été excellent, il a été sélectionné en équipe de France, parfait. Florian Thauvin a fait une superbe saison. Sangaré au milieu de terrain, très bon. Mathieu Hudol, très bon. Alain Saint-Maximin, pareil. Donc c'est vraiment probablement un des meilleurs mercatos qu'il y a eu en Ligue 1. C'est même quasiment sûr. Et le seul truc qu'on peut dire, c'est que bah évidemment que le PSG allait être champion parce que Lens n'a pas du tout la même profondeur de banc. Enfin, ils pouvaient pas faire reposer leurs joueurs comme le fait le PSG, car le PSG, eux, ils ont une équipe de remplaçants qui est meilleure que la plupart des équipes de Ligue 1. Donc forcément, il y avait un fossé qui se creusait à ce niveau-là. C'est dommage quand même pour le match entre Lens et le PSG, où Lens méritait plus parce que bah ils se sont plus imposés dans le match, ils ont plus mené le jeu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc bravo quand même aux Parisiens pour leur titre. Mais dommage pour Lens, mais ils ont quand même fait une superbe saison en finissant deuxième. Avec, je crois, le dixième budget de Ligue 1, un truc comme ça. Donc c'est assez impressionnant quand tu vois que Marseille est le deuxième meilleur budget et fait une saison comme ça. C'est quand même à pointer du doigt. Et puis Lens qui a gagné donc la Coupe de France face à Nice, qui fait une saison assez laborieuse, hein, qui va jouer son maintien contre Saint-Etienne la semaine prochaine. Donc on verra ce que ça donne pour les Niçois.
Ouais, bravo aux Lensois qui ont fait un excellent match hier. Ils ont eu la maîtrise du match tout le long. 50 000 supporters lensois au stade et encore il y avait 30 000 non, ou 40 000. Ouais, je crois qu'il y avait 40 000 personnes à Bollaert qui regardaient le match sur un écran géant. Donc ouais, c'était assez impressionnant. Ils ont été très bons. Florian Thauvin a fait un excellent match, magnifique premier but. Centre de Mathieu Hudol à rater, Thauvin la récupère, il la croise parfaitement, Thauvin après sur corner, magnifique centre avec Hudson Edouard qui boxe le ballon, magnifique tête. Et ouais, il avait plus marqué depuis 2 mois et à la fin Silla qui met le dernier but. Donc c'est une consécration quand même pour les Lensois qui n'ont jamais gagné la Coupe de France. Donc bravo à eux, c'est une magnifique saison. C'est on ne peut plus mériter. Maintenant concernant la finale d'Europa League, que dire de ce match, hein, Fribourg qui faisait sa première finale d'Europa League, il me semble sa première finale européenne. Donc c'était déjà impressionnant. Aston Villa qui est arrivé jusqu'en finale d'Europa League, plus que mérité, hein, une très bonne saison. Et puis j'ai envie de dire c'est le cheat code Unai Emery qui a remporté sa sixième Europa League. C'est l'empereur de cette compétition, j'ai envie de dire, hein. Et j'ai vu le truc où il a gagné que avec des équipes en Villa. Donc c'est Villa, Aston Villa et la dernière, je sais plus quelle équipe c'était. Villarreal, voilà. Mais du coup, oui, c'est assez impressionnant d'arriver à gagner autant de fois cette compétition. C'est pas la Ligue des Champions non plus, mais c'est quand même très impressionnant. Magnifique match, hein. Les trois buts sont magnifiques. Les trois buts d'Aston Villa sont magnifiques. Et on voit quand même qu'il y avait une sacrée différence entre les deux équipes. Mais c'est un magnifique parcours de Fribourg qui a réussi à arriver jusque-là. Quand même, c'est très impressionnant. Je pense que ils étaient quand même très fiers d'eux. Ils n'étaient pas non plus dévastés par la défaite parce que c'était un résultat auquel ils pouvaient s'attendre. Et bon, ils ont pu être déçus forcément parce qu'ils ont atteint la finale et ils auraient pu gagner. Mais ils peuvent être fiers du parcours qu'ils ont produit jusque-là. Et ouais, félicitations à Aston Villa, hein, magnifique saison, même en première ligue, c'est une très très bonne saison. Ils repartent avec un trophée cette saison, donc c'est mérité. Et ouais, il y a quasiment pas eu d'erreur, hein. Fribourg a bien résisté, ils ont jamais baissé les bras, donc magnifique match. Bravo surtout à Unai Emery qui est un excellent coach, je l'ai toujours trouvé excellent dans son rôle. Et je sais pas ce que fera Aston Villa la saison prochaine en Ligue des Champions, mais je pense qu'ils ont quelque chose à jouer. Ils iront pas non plus jusqu'en finale, mais je les vois bien aller en quart de finale. Tout dépend contre qui ils tombent en huitième. Je pense pas que c'est une équipe qui va décevoir la saison prochaine. Concernant maintenant la Coupe du Monde, il y a pas mal de sélections qui ont déjà été faites. Donc il y a eu celle de Guy Deschamps, sans aucune surprise. Bah, les seules petites surprises, c'est à la limite Kamavinga qui n'a pas été sélectionné. Mais en même temps, dans le dispositif de Didier Deschamps, bah, il n'allait pas être sélectionnable dans le sens où il y avait déjà une grande qualité au milieu de terrain. Il fallait faire des choix. Il n'a pas énormément joué avec le Real cette saison. Thauvin qui n'a pas été pris, c'est un petit peu dommage en soi, mais c'est exactement pareil quoi. Parce que en fait, Deschamps va pas prendre des joueurs juste parce qu'ils ont fait de bonnes saisons et pour pas les faire jouer ensuite. C'est ridicule parce que c'est logique de dire que c'est dommage que lui n'a pas été pris, il aurait dû être pris, tout ça, mais en fait, il y a tellement de qualité offensivement et à tous les postes en soi que faut faire des choix et c'est le cas de Tovin, Kroupi, il y a Colomwani aussi qui a pas été pris, mais tu vois, vous voyez, c'est des joueurs qui n'ont pas non plus qui ont pas une place attitrée dans l'équipe de France, dans le sens où il y a déjà une énorme qualité, et là, l'équipe de France a une attaque impressionnante pour la Coupe du Monde. Euh, Moi, ma composition parfaite pour l'équipe de France, ce serait de faire quelque chose du style Meunier dans les cages, évidemment. Ensuite, on met Koundé à droite, ou Malo Gusto, mais j'ai plus confiance en Koundé, personnellement. La charnière centrale, je pense, personne ferait de débat là-dessus, ça serait du Saliba ou pas Mécano. Lucas Digne à gauche, excellente saison avec Aston Villa. Et dans le centre, je pense que c'est ce que Deschamps va mettre, hein, c'est Chouameni Rabiot. C'est ce qu'il a aligné pour la Coupe du Monde 2022, même pour l'Euro 2024. Donc je pense que c'est ce qu'il fera encore. Et l'attaque, ce que Deschamps ne fera pas. Mais moi, pour moi, la meilleure solution, c'est Mbappé à gauche, Cherki dans l'axe, en tant que numéro 10. À droite, Michael Olise, là où il a joué toute la saison, et Dembélé en pointe, là où il a joué toute la saison. Mais le problème,
c'est que Deschamps va mettre Mbappé en pointe, il va mettre Dembélé à droite, Olysée dans l'axe et Doué à gauche. Alors que Olysée, il a joué toute la saison à droite, il a été excellent à droite, mais il va vouloir le mettre en 10. Ça va m'énerver. Et c'est pareil, Dembélé, il joue plus à droite depuis des années. Il joue tout le temps dans l'axe maintenant. Donc ça serait débile de le faire. J'espère que Didier Deschamps ne va pas le faire. Mais s'il le fait, ce serait un peu dommage parce que ça va limiter les options. Et bah ouais, ça sera un petit peu ridicule. En tout cas, la France part en grand favori pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. L'Espagne, je sais pas s'ils ont encore dévoilé toute leur liste parce que je sais que c'est les derniers à le faire. Mais bon, on peut à peu près deviner qu'est-ce que ce sera. Je sais juste que la Yamal reviendra quasiment maintenant, c'est quasiment sûr, quand dernier match de phase de groupe. Donc on espère qu'il va pouvoir se remettre. Mais c'est dommage qu'il puisse pas commencer dès le début, surtout sur sa première Coupe du Monde, parce qu'il aurait pu impressionner dès le début et ça va compter pour le Ballon d'Or. Donc à voir ce que ça va donner. Pareil, Mbappé peut jouer le Ballon d'Or sur cette Coupe du Monde en soi, même s'il a fait une très mauvaise saison avec le Real, il peut le jouer en cas de très bonne Coupe du Monde. S'il fait comme en 2022, ça peut lui rapporter énormément de points. Donc à voir ce que ça va donner. L'Espagne aussi a un parent en favori assez logique, j'ai envie de dire. À voir ce que ça va donner, mais leur groupe est pas si relevé que ça. Il y a le Cap-Vert, il y a l'Uruguay, et je ne sais plus qui c'est la dernière équipe du groupe de l'Espagne, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, s'il n'y a pas un France-Espagne avant la finale, je pense que la finale sera France-Espagne. Même si dans les outsiders, je vois bien Norvège qui a une très bonne génération avec tous les joueurs de Bodo Glimt, qui a Odegaard, Haaland, Sorloth, Riersson, ce genre de joueurs-là qui peuvent faire la différence. Et le Japon aussi, je pense qu'ils peuvent partir en tant qu'outsider comme les deux dernières éditions. Ils sont toujours assez bons en Ligue des, pas en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, ils sont toujours assez bons, ils sont toujours assez surprenants. Donc je pense que ce sera toujours le cas. Et Cristiano Ronaldo qui a été appelé avec le Portugal, il va disputer sa sixième Coupe du Monde. Moi j'ai un peu de mal parce que bah je sais pas ce qu'il faut vraiment quoi parce que bah tout le monde sait que c'est il a été un excellent joueur qui a été un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot mais là il commence un petit peu à se faire vieux, il pousse pour aller à une dernière Coupe du Monde et je trouve ça un petit peu compliqué quoi pour lui parce que bah il est vraiment sur une fin si il pourra pas enchaîner les matchs donc je sais pas comment le Portugal va gérer ce cas de figure mais ouais à voir s'il est performant ou non à la Coupe du Monde mais le problème c'est que j'ai des doutes, je pense que ça va être exactement comme en 2022 et le Portugal peut faire quelque chose mais c'est pas Ronaldo qui va faire la différence parce qu'ils ont un excellent milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Enfin, le milieu de terrain du Portugal est vraiment impressionnant. L'attaque est assez intéressante aussi. Ils vont pouvoir aligner Leao, même Gonçalo Guedes, qui est vraiment pas une valeur sûre, mais qui est quand même performant à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il rentre en jeu avec le PSG. Donc, à voir ce que le Portugal va pouvoir faire. Pareil, l'Argentine qui reste dans les favoris, même s'ils n'ont pas une équipe comment dire, impressionnante. Ils ont pas, c'est surtout la défense, je trouve, de l'Argentine qui est pas au niveau. Mais il reste dans les favoris. Messi qui va partir vraiment sans pression puisque bah lui c'est sa dernière Coupe du Monde quasiment sûre, mais il l'a déjà gagné donc il s'en fout un peu maintenant. Donc à voir ce que ça va donner. Et puis ouais, Neymar qui a été rappelé avec le Brésil. C'est quand même dommage parce que c'est au détriment de Joao Pedro. Mais est-ce que Joao Pedro aurait été appelé dans tous les cas? Parce que j'ai l'impression que en attaque il a pris un petit peu. Je sais pas trop ce qu'il a pris. Euh, Ancelotti parce qu'il aurait pu trouver une place pour Joao Pedro. Mais bon, c'est comme ça. Neymar va pouvoir faire sa dernière Coupe du Monde. Alors il a dit qu'il allait peut-être pas forcément jouer, mais je pense qu'il va vite jouer parce que Neymar en Coupe du Monde, enfin c'est tous les grands joueurs en Coupe du Monde, c'est pas les mêmes. Mbappé, à chaque fois qu'il joue en Coupe du Monde, c'est une nouvelle personne, il est très très performant. Je pense que ce sera le cas de Neymar, même s'il sera peut-être pas au niveau de Mbappé, Messi, tout ça, mais il sera quand même performant, il fera les différences nécessaires. Et ouais, en tout cas, ça présage que du bon. À voir ce que cette Coupe du Monde va donner. On n'en est pas encore là. Avant, il y aura la finale de Ligue des Champions. Et ensuite, on commencera les matchs de préparation. Et après, on aura l'ouverture de la Coupe du Monde.